Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très content aujourd'hui puisque je suis avec Christian Bruer. Bonjour Christian. Bonjour Brieux. C'est une rencontre qui a eu lieu grâce au podcast puisque suite à l'épisode avec Luc Terling où nous avions évoqué l'exemple de Mobion, avec Christian on a échangé, on s'est rencontrés et on a finalement pris le temps aujourd'hui, jeudi 4 avril 2024, pour se rencontrer. Et donc enregistrer cet épisode ensemble. Autant vous dire que Christian a des tas de choses à nous raconter. Ça va être assez passionnant. Donc mon plus dur travail pendant cette heure ensemble, ça va être de le cadrer pour vraiment arriver à dire un maximum de choses intéressantes sans qu'on en oublie d'autres aspects hyper intéressants. Bref, vous allez voir, c'est passionnant. Mais déjà, Christian, comment ça va ? Eh bien, ça va bien. C'est compliqué, mais ça va bien. Ok, parfait. Je te propose déjà de nous raconter un petit peu ton parcours dans les grandes lignes avant la création de Mobion, qui a commencé il y a bientôt 10 ans. Histoire que on comprenne un petit peu ce qui t'a amené à cette nouvelle étape. Ouais, en fait, 10 ans. En 2014, on crée le premier garage de 2 roues électriques avec François Wettling, l'associé fondateur, donc le cofondateur de Mobion. Il avait créé cette société en 2012. Donc, en fait, la société mère de Mobion, qui s'appelle Mobion France aujourd'hui, existe depuis 12 ans. Ok, excellent. Donc, c'est pas un projet récent. Et avant ça, on avait créé en 2007 une société pour utiliser des scooters électriques dans le cadre de Allo Resto, puisque je suis un des fondateurs d'Allo Resto, pour les restaurants de restauration livrée. À l'époque, ça n'avait pas fonctionné parce que les batteries étaient au plomb, et qu'il fallait charger les batteries sur le trottoir dans les scooters, et que ça, c'était peut-être pas... rappeler ce qu'était Allo Resto aussi. Alors, Allo Resto était la première plateforme de restauration livrée permettant de faire des commandes sur Internet. Alors, c'est pas intuitif, Allo Resto, Internet, mais c'est le cas. Ça s'appelait au départ Eat Online et c'est une aventure qui était née à Tours d'un garçon formidable qui s'appelle Sébastien Forest, qui a été mon associé pendant près de 15 ans, je crois, qui a eu l'idée, alors qu'il était étudiant, en 98, au moment de la Coupe du Monde de football, de créer cette carte en ligne pour permettre à des gens de ne pas se faire réciter une carte de pizza ou de sushi au téléphone. Et l'idée a bien fonctionné puisque aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un marché mondial colossal avec des acteurs comme Uber ou Deliveroo. Mais la différence d'Allo Resto par rapport à Uber ou Deliveroo, c'est que Uber et Deliveroo gèrent la logistique de la livraison, ce qui n'était pas le cas d'Allo Resto, puisqu'Allo Resto prenait des commandes et faisait uniquement l'intermédiation. Ce qui était mon métier déjà avant, puisque j'avais créé une société qui s'appelait UA International, qui faisait de l'intermédiation entre les agences de voyage et les hôtels, pour permettre aux hôtels, petits hôtels, de pouvoir bénéficier des services des GDS, donc les systèmes de distribution des agences de voyage, sans avoir pour autant un abonnement très coûteux auprès des GDS. C'était une sorte de hub qui faisait l'interface. Le Booking de l'époque, mais créé en 93. Voilà. Et donc, la notion de vente à l'usage est une notion qui est ancrée dans mon expérience, puisque je n'ai finalement fait que de l'intermédiation et de la vente à l'usage depuis le début de ma carrière professionnelle, qui a été menée par la technologie, alors qu'au départ, c'était le droit et le marketing qui étaient mes sujets de prédilection. Mais finalement, j'ai fait de la gestion de bases de données, de l'intermédiation et de la vente à l'usage de logiciels. Depuis toujours. Excellent. Parfait. Et donc, avant qu'on en vienne à parler de Mobion, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le secteur de la mobilité aujourd'hui? Alors, on va peut-être un petit peu le cadrer, histoire qu'on n'y passe pas 3 heures, mais finalement nous donner un petit peu tous les éléments qui vont ensuite nous permettre de comprendre pourquoi Mobion est une excellente réponse à ces problématiques de mobilité.
J'ai un bon résumé Vas-y, vas-y. qui me vient de Bloomberg. Vous pouvez aller sur le site BNF et vous cherchez un rapport qui s'appelle EV 2023 Report et vous y trouverez toutes les informations concernant la mobilité électrique et ses impacts sur le climat. Mhm. Et ses impacts aussi économiques, puisque faut comprendre que le secteur du transport est un secteur qui est éminemment émetteur d'équivalent CO2, hein, si on ne parle pas que du CO2, mais qu'on parle d'un bilan carbone multicritère. Et donc, le choix qu'a fait Mobion, c'est de travailler uniquement sur ce qu'on appelle la mobilité de proximité. Cette mobilité de proximité représente 90% des émissions de CO2, parce que c'est très rare qu'on traverse la France ou le monde. Alors, il y en a qui le font souvent, mais le commun des mortels ne le fait pas très souvent. Et donc, en revanche, c'est tous les jours qu'on fait quelques kilomètres pour des besoins d'éducation, pour des besoins de médicaux, de commerce, de travail. De son travail, ouais. Voilà. Et donc quand tu parles de mobilité de proximité, c'est 5-10 km, mettons. C'est ça. C'est ce qu'on peut faire à pied, à vélo, en véhicule intermédiaire, c'est comme ça qu'on les appelle. Merci Gabriel Plaça et la Fabrique des Mobilités, parce que je ne sais pas si c'est de lui qu'est venu ce terme qui est le véhicule intermédiaire. En fait, le véhicule intermédiaire, sa définition, si j'ai bien compris, ça n'est pas un vélo, ce n'est pas une voiture. C'est entre les deux. Donc le scooter rentre là-dedans. Okay. Le triporteur sur lequel nous avons commencé à travailler rentre là-dedans aussi. Et donc, ce sont tous ces petits véhicules légers qui permettent de ne pas avoir un véhicule électrique de 2 tonnes pour faire quelques kilomètres, parce que on n'en a pas besoin dans 90% des cas. Et donc, le scooter électrique est une formidable réponse. Et d'ailleurs, dans le rapport Bloomberg dont je parlais tout à l'heure, on voit qu'aujourd'hui, l'éviction de pétrole, c'est-à-dire le fait que on n'utilise plus de pétrole pour de la mobilité de proximité ou de la mobilité, du transport en général. 49% de cette éviction de pétrole est liée aujourd'hui à l'usage de 2 et 3 roues électriques. Alors, on ne parle pas de l'Europe, hein, parce qu'on est les tout derniers dans l'adoption de ces véhicules intermédiaires. Mais tous les pays d'Asie, tous les pays en voie de développement, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tout le monde s'y est mis. Et donc, on est les bons derniers. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'espoir, parce qu'on voit que ça bouge pas mal. Et merci beaucoup à l'Extrême Défi, merci beaucoup à tous ces gens qui travaillent à des solutions qui sont éminemment plus efficaces que celles qu'on ne cesse d'entendre promues par les grands constructeurs qui veulent continuer à faire des véhicules de 2 tonnes pour faire des déplacements de proximité, pour se rendre à la gare, pour se rendre chez le médecin, pour aller à l'école, pour emmener les enfants. D'ailleurs, petite pensée pour Sébastien de leur moto que j'ai eu récemment au téléphone. Sébastien et Franck, qui sont formidables, qui sont mes amis. On se suit très, très régulièrement, on s'appelle régulièrement. On essaye de monter avec aussi Midi Pile, qui est un autre véhicule intermédiaire, Benoît Trouvé. On est tous les trois en vente à l'usage. Éco-conçu démontable, éminemment réparable, et évidemment en industrie locale, inclusive, et surtout circulaire. Et donc, on est en train de chercher des solutions pour les gens en situation de précarité, donc des gens qui n'ont pas encore un emploi en CDI et qui ne peuvent pas obtenir de financement facilement. Et on est en train de créer un fonds de garantie qui s'appelle Solidarmob pour la mobilité solidaire. On va y revenir, tout à fait. Et pour finir un petit peu ce panorama, donc tu nous as dit, évidemment, ça permettait d'éviter notamment l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que tu vois aussi, et tu as aussi rappelé le fait que les grands constructeurs actuels restaient sur du classique, c'est-à-dire on a des véhicules de 2 tonnes, on va leur rajouter 500 kilos histoire de rajouter une batterie électrique, mais finalement on ne change rien. Non, on a juste rajouté 1 tonne à la première tonne qui existait déjà. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont nécessaires pour connaître un petit peu le panorama actuel? Le changement de paradigme, on a enfin compris que nous n'habitions pas
dans un système illimité, que notre écosystème était limité, que donc notre énergie, si elle était fossile, était limitée puisque issue d'extraction. Et pareil, les ressources minières ne sont pas illimitées. Elles sont limitées. Et du fait que les énergies fossiles qui sont à 99% responsables de l'extraction de ces ressources minières, parce qu'on ne sait pas extraire avec de l'électricité ou de l'hydrogène encore. Hein. Tous les gros camions qui extraient les tonnes de roches pour aller chercher le cuivre ou le nickel, elles fonctionnent au gasoil. Hein. Et donc, comme ce gasoil coûte de plus en plus cher, l'extraction coûte de plus en plus cher. En plus, pour aggraver la situation, les minerais sont de plus en plus pauvres, donc il faut en retirer de plus en plus pour obtenir les mêmes quantités. Donc, le coût des extractions minières sont de plus en plus coûteuses, ce qui fait que notre modèle circulaire est de plus en plus compétitif, ce qui est une joie pour nous en fait. Clairement, oui. On va vaincre parce qu'on est plus compétitif et pas parce qu'on est plus écologique. Et d'ailleurs, j'en suis ravi parce que comme ils ne regardent que leurs Excel, on va enfin pouvoir leur montrer quelque chose Ça, on va y qui marche revenir mieux aussi. que l'économie linéaire. Et puis il y a peut-être un autre paramètre qui me semble important de rappeler, c'est que non seulement les villes sont de moins en moins ouvertes aux voitures dans les centres-villes notamment, et puis il y a une politique qui a pas mal été torpillée, mais qui a quand même eu le mérite d'exister sur les zones à faible émission. Donc je pense que ça aussi, ça rentre dans les paramètres à prendre en compte. Oui, comme dirait Fabrice Bonifay, on ne va pas négocier avec les lois de la nature. Ouais. Il y en a qui essayent de négocier quand même, puisque les ZFE avaient été prévus plus tôt. Tout le monde essaye de les repousser, en se disant que c'est pas grave, on respirera sans oxygène, ou on vivra sans eau. Oui, tu vois, là, je voyais cette semaine, Bruno Le Maire voulait remettre en question les zéro artificialisation nette pour permettre l'industrialisation de la France de nouveau. Enfin bref, c'est extraordinaire. Nous, on nous a refusé une extension de Maubion qui utilise une friche industrielle sans la démonter, puisqu'on a trouvé un moyen de l'exploiter en faisant une usine à l'intérieur de la vieille usine, en mettant juste des panneaux solaires sur le toit, donc sans rien changer, juste en mettant des Algeco à l'intérieur de l'usine pour pas avoir à chauffer des zones absolument colossales, parce que c'est comme ça qu'on faisait les usines hier. Hein. On s'en fichait du volume. L'énergie ne coûtait rien, donc c'est très facile de chauffer ces usines. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, on a trouvé des solutions pour utiliser les friches industrielles telles quelles. Mais bon, c'est très long de faire changer la doxa, parce que la doxa, c'est la doxa et qu'elle a la peau dure. Oui, clairement. Cette année doxa. Clairement. Donc, oui, tu as raison. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je commençais comme ça tout à l'heure. C'est pas facile tous les jours que de montrer une autre voie. Alors justement, on va essayer de pas trop regarder le présent pour le moment. On va surtout regarder toute la création, l'historique de Maubion jusqu'à présent, parce que en 10 ans, vous en avez fait des choses. Et justement, je vais te proposer de présenter qu'est-ce que Maubion, et puis peut-être voir un petit peu tous vos accomplissements au fur et à mesure des années déjà parcourues, parce que quand on regarde ce que vous avez fait déjà, il y a peut-être de quoi aussi se remonter le moral. Alors, Éléonore Blondeau, qui est une amie commune, je crois. Tu vois pas qui est Éléonore. Tu faut que tu viennes. Elle est là aujourd'hui à Nantes. Je vais te la présenter. Ok, ça marche. Elle est la fondatrice du CSI France, du collectif des startups industrielles. C'est une spécialiste d'ailleurs du recyclage des contenants. Elle est aussi économie circulaire sur la partie emballage. Mm-hmm. Et Éléonore Blondeau m'a demandé il y a quelques mois de faire l'exercice de décrire Maubion en une phrase. Mm-hmm. Donc on a fait ce travail et le résultat c'est donc Maubion est un constructeur de véhicules de proximité à pérennité programmée, circulaire. Donc on a rajouté le mot circulaire, c'était important pour que les gens comprennent. Mm-hmm. Donc on est un constructeur de biens d'équipement qui ont été éco-conçus, démontables, pour une industrie circulaire, locale et inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, pérennité programmée, c'est l'opposé de l'obsolescence programmée. Donc, comment on peut faire quelque chose pour une industrie circulaire, donc pas linéaire, qui ne va pas du tout prendre en compte la doxa de la compétitivité
de l'industrie linéaire. Alors, c'est quoi la doxa de la compétitivité de l'industrie linéaire? C'est très simple. Pour être compétitif, il faut enlever le maximum de composants, faire en sorte d'être le plus rapide possible à la fabrication d'un objet. On s'en fiche de mettre de la colle, de la résine, de sertir, parce que ça fait économiser des vis, des joints, des rondelles, tout va des écrous. utilisé que pour une seule vie, une seule étape, quoi. Exactement. Et donc, ça rend compétitif dans l'industrie linéaire, mais ça empêche la réparation. Ça empêche le démontage, donc ça empêche le recyclage, parce qu'aujourd'hui, on nous parle, on peut recycler, il suffit de broyer, puis on sépare les éléments, mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est 7% des matières premières qui sont revalorisées. Tout le reste, c'est du downcycling ou du déchet. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. J'avais interviewé Christopher Santer, qui est designer et qui avait été un des co-concepteurs de l'increvable. Et justement, il nous avait raconté toutes les petites subtilités entre le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Et justement, le simple fait de souder, coller ou de clipser, entre guillemets, ça change tout. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Je connais bien Christopher pour avoir beaucoup discuté avec lui. Et j'aimerais bien passer plus de temps avec lui, parce que c'est un type formidable. Mais voilà, on n'a pas le temps. Et oui, effectivement, l'increvable était un projet avant-gardiste formidable. Ouais. Donc, l'increvable était à pérennité programmée circulaire. Tout à fait. Et donc, finalement, quand on regarde cette compétitivité linéaire, aujourd'hui, elle est basée sur des règles qui sont des règles qui appartiennent à hier, puisque à l'époque, les ressources étaient illimitées, l'énergie, c'était pas le sujet. Enfin bref, il y avait plein de raisons de faire ce qu'on a fait. Alors, je comprends qu'on l'ait fait parce qu'on n'avait pas vu. Mais maintenant, depuis les années 90, on a vu. Donc, il faut qu'on arrête. C'est pas possible de continuer. D'autant plus que le modèle que propose Mobion est plus compétitif. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire. Il faut quand même rappeler ce fameux slogan. Oui, c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. Oui, et très bientôt, il va changer parce qu'on a fait un benchmark européen qui est d'ailleurs sur notre site internet aujourd'hui, puisque aujourd'hui on propose à toute personne qui trouverait moins cher qu'un scooter Mobion de 3000 watts avec 1800 Wh de batterie, puisque c'est le ratio qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on a défini la règle de notre prix le moins cher. Il faut évidemment comparer ce qui est comparable. Bien sûr. Et on compare vraiment le prix avec la puissance et la capacité. Et là, on est les moins chers d'Europe. À moins de 50 € au TTC par mois, pour un scooter électrique, c'est au moins 30% moins cher que les moins chers qui sont chinois et indiens. Oui, et donc là, quand tu dis 50 € TTC, c'est aussi uniquement, là aussi, on loue uniquement le scooter. Oui, alors c'est pas de la location au sens habituel du terme, c'est de la vente à l'usage, c'est-à-dire qu'un livreur qui roule beaucoup va pas payer le même prix qu'un utilisateur domestique qui se rend juste au travail tous les jours et qui en revient. Bien sûr. Donc évidemment, le livreur pourra pas prendre une location à 50 € TTC parce que lui, il va rouler beaucoup plus. Et donc, lui, il sera plutôt au double en termes de location, mais ça reste très intéressant par rapport à la concurrence. Hein. Bien sûr. Et ce sont des contrats de 2 ans pour pas engager les gens sur des durées trop longues. Et surtout, dans le cas de nos contrats faible kilométrage, ça comprend la maintenance. Et donc, tous les consommables. C'est-à-dire que quand vous payez 50 € par mois, vous payez 50 € par mois pour le scooter, pour la batterie, pour le chargeur, pour les pneus, pour les freins, pour les amortisseurs, enfin pour tous les composants. Et l'engagement de moyens de la part de Mobion, c'est-à-dire que si jamais pour une raison X ou Y, un défaut qui peut arriver, hein, on n'est pas infaillible, on a peu de pannes, mais ça peut arriver, eh bien, ça n'est pas de votre responsabilité, donc il n'y aura pas de facture. On réparera, on réparera à domicile, puisque on a mis en place un système de petits camions au gaz ou de scooters électriques qui se déplacent jusque chez vous pour faire les entretiens quand il y en a de nécessaires. Excellent. Et à ce propos, quand tu parles de pérennité programmée, il y a 2 anecdotes que tu m'as racontées et que j'aimerais bien que tu racontes ici. La première, c'est vos interactions avec un de vos fournisseurs de composants en Chine. Vous avez même été le voir et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ces réactions par rapport à cette idée de pérennité programmée. Alors d'abord, je vais pas commencer avec
des fournisseurs, des équipementiers chinois, parce qu'on a essayé depuis très longtemps de travailler avec des équipementiers français et on s'est fait dégager. C'est-à-dire, on nous a dit non monsieur, on ne fera pas ça. Ça ne sera jamais rentable votre truc. Allez voir quelqu'un d'autre, nous on ne vous le fera pas. Ouais. Puisque la notion de conception démontable, qui est très ancienne, hein, elle date... je crois, des années 70 avec le cradle to cradle qu'on appelle le design for disassembly. Et là, que les designers qui m'écoutent me pardonnent si j'ai dit une bêtise, mais en tout cas, la conception démontable pour permettre le réemploi des composants et évidemment le recyclage des matières premières, parce que évidemment, quand c'est démontable, c'est très facilement recyclable. Ce qui n'est pas le cas... Ce qui n'est pas le cas de quelque chose qui a été serti et pour lequel il est impossible de démonter. En tout cas, le modèle économique n'est pas viable. Donc, dans le cas de Mobion, on vous fait une vente à l'usage. À la fin du contrat d'usage, on vous ramène un nouveau véhicule si vous voulez continuer. Vous n'êtes pas obligé, hein, le contrat s'arrête au bout de 2 ans, mais si vous voulez continuer, c'est facile de le reconduire. On récupère l'ancien véhicule qui va être réacheminé d'abord vers un centre local pour être partiellement démonté parce qu'on ne transporte pas sur roue, ça coûte trop cher, on les met dans des caisses palettes qu'on peut gerber les unes sur les autres, donc ça coûte beaucoup moins cher en transport et en CO2. Et ensuite, ça revient à l'usine, c'est intégralement démonté. L'usine est un double flux, c'est-à-dire il y a un flux qui revient et un flux qui sort. Et là, l'ensemble des composants est séparé pour être soit réemployé. Donc là, il y a une qualification des composants, etc. etc. Et puis, les composants qui ne sont plus conformes, eux, ils sont recyclés très facilement, puisque, encore une fois, on a la possibilité de le faire, parce qu'ils sont séparés. Ils sont réutilisés, tu veux dire. Et alors, il y en a certains qui sont réemployés. 62% de nos composants, qui représentent 78% de la valeur initiale, peuvent être réemployés. Okay, donc là, il n'y a qu'un traitement de surface qui est fait. On fait une qualification, on vérifie qu'ils sont toujours conformes, c'est-à-dire ils ont la bonne taille, ils n'ont pas été abîmés. Enfin, voilà, c'est une qualification, un contrôle qualité. Et puis ensuite, c'est un traitement de surface. Donc, nettoyage quand il n'y a pas besoin de peinture, peinture s'il y a besoin de peinture, etc. etc. Pour répondre à ta question sur les anecdotes, on s'est fait à plusieurs reprises blackbouler par des équipementiers qui ne voulaient pas travailler pour nous parce que ce qu'on leur demandait était, de leur point de vue, trop cher. Et on avait beau leur expliquer que chez nous, plus cher, c'est moins cher à la fin. Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi, plus cher, c'est moins cher? En fait, j'explique, c'est très simple. Aujourd'hui, on amortit des produits sur des durées de vie qui sont relativement courtes. Vous prenez un équivalent 50, votre expert comptable, si vous l'achetez, je le sais bien parce que j'ai travaillé beaucoup avec les restaurants de restauration livrée, il va vous l'amortir sur 2 ans. 3 ans, s'il est conciliant. Et encore, il ne le fera pas en restauration livrée parce qu'il voit bien que dans les faits, il les change tous les 2 ans parce que, en fait, au bout de 18 mois, ils sont rincés, les véhicules, ils sont beaucoup roulés. Donc, ça, c'est 15 000 km par an. Donc, pour un 50, c'est énorme. Et puis en plus, avec une intensité d'usage incroyable. Exactement. Les sauts de trottoir, les béquillages. Les accélérations, les freinages. C'est n'importe quoi. Les sauts de trottoir, c'est plus de 40 sauts de trottoir par jour. Hein. On a mis, nous, une centrale inertielle dans nos scooters, un petit boîtier qu'aujourd'hui s'appelle Gemini, mais à l'époque c'était un Raspberry Pi pour analyser le comportement des livreurs. C'est une centaine de béquillages par jour. Alors oui, alors ça justement c'est la deuxième anecdote que je voulais que tu nous racontes. Je crois. Et juste pour vraiment comprendre aussi le degré, j'ai envie de dire, d'implication et de recherche. Justement, tu as une anecdote sur le béquillage ou le fameux kick qui était en acier mais qui justement ne supportait pas la charge. Et jusqu'où vous avez été justement? Ouais, elle est dans ma poche parce que je la transporte maintenant sur mon porte-clés. C'est une entretoise en bronze dont tu parles. Ouais, tout à fait. Et donc pour aller au bout de la démonstration, je vais parler de cette entretoise en bronze et ça sera mon exemple. Tout à fait. Si vous amortissez donc votre scooter, vous avez payé 2 000 €. On va mettre 2 400 €, c'est facile. Vous l'amortissez sur 24 mois, ça veut dire que chaque mois, c'est 100 €. Bien sûr. Voilà. Il vous aura pas été très compliqué de comprendre que chez Mobion, c'est 50 € et ça comprend la maintenance. Hein, alors que là, il n'y a pas de maintenance dans les 2 400 €. Donc, on est 2 fois moins cher déjà par rapport à un scooter thermique. Sur un usage, on va dire, domestique. Mais en réalité, si vous avez fait une conception démontable,
sur un scooter électrique, le moteur sont des aimants permanents, du cuivre, de l'aluminium, de l'acier. En fait, ça a une durée de vie quasiment éternelle. Les moteurs électriques, moi j'en connais qu'on s'entend. Parce que un moteur électrique, c'est un bobinage en cuivre, des aimants, c'est pas. On change les roulements, à l'époque on avait des balais, donc on changeait les balais, mais ça continue de tourner. J'ai une anecdote avec un agriculteur qui me dit je me souviens plus si c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui l'a installé. Donc des moteurs qui fonctionnent depuis très longtemps, ça existe. Et il y en a beaucoup parce que les moteurs électriques, si ça a été correctement dimensionné, ça dure. Et si vous l'avez pensé démontable dès le départ, en fait, quand vous faites la nomenclature du moteur, vous apercevez que 93% des composants ont des durées de vie illimitées. Parce que le cuivre, les aimants, le rotor en aluminium, le stator qui est de l'acier, si vous avez choisi les bons composants, c'est-à-dire si vous n'avez pas cherché à faire le moins cher possible en CAPEX, mais vous avez pensé le coût total de la vie du produit, c'est ce qu'on appelle le TCO en anglais, le Total Cost of Ownership, le coût total de la possession. Mais en fait, ça change complètement l'équation. Parce que si je prends cet exemple de ce moteur, que vous l'amortissez sur 20 ans, ce qui est la limite aujourd'hui, on n'a pas le droit d'amortir sur des durées supérieures à 20 ans tout ce qui est mobilier, ça veut dire que chaque année, c'est 5 euros. 200 euros de moteur, si vous amortissez sur 20 ans, c'est 5 euros chaque année. Alors que mon concurrent chinois, qui va l'avoir payé 150 euros, il l'aura vendu 300, vous l'amortissez sur 2 ans. Ça fait 10 scooters à payer sur 20 ans aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà pourquoi c'est ultra compétitif. C'est que c'est imbattable comptablement. Et uniquement pour cette raison-là, c'est imbattable. Et alors justement... Et c'est résilient. Parce que nous, les composants, on sait combien on les récupère l'année prochaine ou l'année d'après. Ouais, donc justement, je te demande de faire cette illustration avec ce fameux... l'entretoise. L'entretoise, merci. C'est une entretoise de béquille centrale, donc il y en a 2 sur le scooter. Auparavant, elles étaient en alliage, parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qui coûte le moins cher. Ça coûte à peu près 30 centimes, les 2 entretoises, qui sont entre la béquille centrale et le cadre, en fait. Pour mettre le scooter sur 2 pieds, en fait, parce qu'il y a une béquille latérale et une béquille centrale. Mais évidemment, il y a 2 axes. Hein. Donc, dans ces 2 axes, il faut des entretoises pour permettre que ça se clipse, quoi. Enfin, que ça c'est pas que ça se clipse, c'est que ça tourne, tout simplement. C'est une entretoise. Donc, Et alors, comme ils béquillent énormément, ces livreurs, nous étions contraints d'aller changer ces entretoises, et ça nous coûtait très cher parce qu'on le fait à domicile, il fallait envoyer quelqu'un pour le faire. On a mis un système de ressort où il n'y a pas de crochet pour pas que ça saute, donc du coup ça nécessite de démonter intégralement la béquille, donc c'est un peu complexe à faire dans un camion. Donc on s'est demandé comment on pourrait faire. Et puis un jour, un agriculteur, toujours... Alors attends, une petite question avant de passer à la suite, c'est est-ce que vous avez une idée de combien d'utilisation ça pouvait être fait? Genre quelques centaines, je suppose? En fait, c'est 60 par jour en moyenne chez un livreur. Parce qu'il faut comprendre que dans les restaurants de restauration livrée, ils font un service continu la plupart maintenant, de 11h jusqu'à 2-3 heures du matin. Le week-end, c'est un peu plus tard. Donc, il y a 3 livreurs qui succèdent. Ils font une vingtaine de livraisons chacun, en moyenne. Donc, ça fait 60 livraisons, donc béquillage à chaque fois. Donc quand tu rajoutes à ça les arrêts au stand, enfin les arrêts au restaurant, ça fait très rapidement une centaine de béquillages par jour. Donc les gros soirs, ça peut même aller au-delà. Et donc cette béquille, si tu multiplies ça par 700 jours sur 2 ans, évidemment, ça fait des dizaines de milliers de béquillages. Donc, évidemment, notre entretoise en alliage, elle ne tenait pas le choc. Et donc, du coup, on nous a conseillé d'utiliser le bronze. Mais cette entretoise en bronze, elle coûte 7 fois plus cher. 1,80 € de plus, les deux, que les entretoises d'origine. Si bien que pour un constructeur automobile, c'est inéligible. On chasse les centimes quand on est designer dans l'automobile. On reçoit des primes énormes pour avoir fait baisser... Design to cost. Exactement. Alors que, en réalité,
quand on est dans cette vente à l'usage avec cette industrie circulaire, c'est exactement le contraire. En fait, vous réfléchissez à l'envers de ce qu'on réfléchit aujourd'hui pour l'industrie linéaire. Donc, dans notre cas, cette petite entretoise qui coûte 1,80 € de plus que l'entretoise, les deux entretoises précédentes, eh bien, on se retrouve à faire une économie de 126 € sur 2 ans. Parce que c'est ce qu'on a calculé être le coût moyen d'une intervention sur site, déplacement d'un véhicule, déplacement d'un personnel, temps de réparation, retour, 126 € hors taxe. Donc, je veux dire, le modèle, il est clair. Si tu penses coût total de la possession, en fait, ton business model devient ultra rentable. Et tu peux être moins cher pour ton client, qui lui-même va t'offrir un avantage formidable, c'est qu'il va être ton meilleur ambassadeur. Ah oui, clairement. Parce que, pas de problème, moins cher. Donc ça veut dire que ton effort marketing en tant que constructeur, il est inférieur. Donc tu améliores ton EBE qui était déjà extraordinaire parce que plutôt que d'avoir des charges, tu n'avais que des dotations annuelles aux amortissements. Donc en fait, tu deviens ultra compétitif. Et tout ce que tu n'as pas encore amorti, c'est soit en engagement hors bilan parce que tu vas les récupérer à la fin, c'est-à-dire quand tu vends, nous aujourd'hui on travaille avec une banque pour financer les véhicules, et donc on les récupère à la fin, on récupère la valeur à la valeur résiduelle. Donc ça c'est un engagement hors bilan qui vient renforcer ton bilan. Bien sûr, ouais. Et demain, si on n'était pas obligé d'avoir plein de sociétés différentes pour faire les métiers dont j'évoquais juste avant notre entretien, en fait, aujourd'hui, on est contraint pour des réglementations d'avoir le bon code NAV et de faire... en fait, nous, on a été obligé de créer 3 sociétés pour faire notre métier. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec la même. D'accord, ok. Et en réalité, si je regarde bien, on en a créé 5. Et là, on va en créer une 6e parce que on veut faire une entreprise d'insertion. Parce qu'il y a un vrai sujet d'insertion et d'intégration, d'inclusion sociale dans le projet Mobion. Puisque, évidemment, que le démontage, on a plein de solutions pour permettre à des gens de venir s'essayer à un nouveau métier. Bien sûr. Ouais. On a déjà travaillé avec une école de production. Là, on travaille avec un ESAT. On peut faire des choses absolument formidables. Parce que la compétitivité donne beaucoup de pouvoir pour être extrêmement généreux sur des sujets de territoire. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que on voit que quand, dès la conception, on intègre cette notion de durabilité, on va dire même de longévité, on voit que d'un point de vue comptable, déjà c'est incontestable. Donc d'un point de vue économique, c'est intéressant. D'un point de vue environnemental, oui, évidemment, puisque tu vas extraire qu'une seule fois ce même scooter pour 20 ans. Et puis en plus, si vous rajoutez la dimension sociale, on n'est pas loin du business model parfait, quoi. Donc bravo pour ça. Et je réinsiste, mais tu veux nous parler de cette fameuse rencontre avec le fournisseur chinois? J'en ai eu plein des anecdotes comme ça, donc si tu peux me repréciser. Oui, en fait, c'est quand avec ton spécialiste des composants électroniques, vous avez débarqué chez un de ces fournisseurs chinois. Oui, cette histoire, c'est avec Cyril Enel. On est donc, c'est en 2019. Juste avant la période Covid, on était en fin novembre, début décembre 2019. On est en Chine avec Cyril Enel, qui est le directeur technique de Mobion, qui est un électronicien de génie, qui a fait voler l'IFAN et le Vahana d'Airbus, un gars qui sait faire des BMS et des contrôleurs. Donc nous, on n'achète pas nos BMS et nos contrôleurs. La technologie, on l'a pas acheté à des Chinois. On l'a faite avec Cyril Enel, qui donc... En 2019, on va avec Cyril pour trouver des solutions pour fabriquer une partie de nos composants en Chine parce qu'on n'a pas la solution en France, parce que on nous refuse de travailler avec nous. Et donc, on va voir des Chinois pour faire des trucs démontables avec les Chinois. Donc, c'est quand même le monde à l'envers, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, on finit par se retrouver dans le bureau d'un grand patron chinois un dimanche parce qu'on a vu le culot de sonner à la porte un dimanche et il était là avec son directeur commercial. Le directeur commercial comprend ce qu'on veut, il parle bien anglais, donc il nous reçoit. Et puis... Cyril dit, écoutez, moi, votre carte électronique, elle m'intéresse, mais j'aimerais l'analyser. Est-ce que vous pouvez me
me la montrer, j'aimerais la voir. Je suis capable de faire le reverse engineering de cette carte pour voir si on peut pas éventuellement mettre notre code à nous dedans. Et le gars dit, mais non, vous seriez pas capable de faire ça? Thierry lui dit, ah si, et je peux même le faire dans le week-end si vous voulez. Et le gars lui dit, mais non, c'est pas possible. Et donc bref, on se retrouve, et je crois que je t'ai montré la vidéo, je te l'ai envoyée. En tout cas, je l'ai là, je peux te la montrer. Le président donc, de cette grosse boîte chinoise, énorme, on est dans une usine, plusieurs hectares, dans son bureau, tout en haut de l'immeuble, qui est sur son sol en carrelage ou en marbre, en train de taper avec un tournevis et un marteau pour enlever le carter de son contrôleur. C'est un contrôleur, un convertisseur de puissance, pour qu'on puisse voir la carte électronique, parce qu'il n'a aucun moyen de nous montrer une carte électronique d'un truc démontable puisque tout est collé. Ah oui, évidemment. Et donc, on finit par y arriver. Il est très content d'arriver à nous fournir la carte électronique. Et Cyril fait ce qu'il avait dit. Il lui fournit le routage de la carte avec tous les composants quelques jours après. Et finalement, il fera le reverse engineering de cette carte et on en utilisera une partie pour le développement de Mobian. Et oui, et puis surtout, ce qui est fou, c'est... Mais en enlevant la colle, évidemment. Hein. Ouais, voilà. Et en plus, ce qui est fou, c'est quand vous lui expliquez que, en fait, votre intérêt, c'est de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et ça, il tombe de sa chaise, limite. Ouais, en fait, il comprend pas au départ le modèle. Mais alors, je tiens à dire que ce fournisseur-là, aujourd'hui, il nous a proposé d'investir dans Mobian. Oui, c'est bien lui, on est d'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas dit son nom jusqu'à présent, parce que je veux garder ça confidentiel. Mais ils sont venus nous visiter en novembre à l'occasion de l'ECMA, le salon international du deux roues à Milan. Mm-hmm. Ils se sont déplacés jusqu'à Guise dans l'Aisne pour venir visiter l'usine. Et il est venu nous présenter des produits qu'il avait fait pour nous demander notre avis. Extraordinaire. Et donc, il m'a fait essayer des produits de façon à me demander si, pour moi, c'était adapté au marché européen. Et je lui ai fait cette réponse que le produit était peut-être adapté pour l'usage, mais qui serait jamais adapté pour la conception, parce que ils avaient encore fait toutes ces économies qui coûtent cher, c'est-à-dire ces économies qui empêchent de pourfaire cette industrie circulaire, qui est pour moi la seule et unique solution de s'en sortir. Et c'est peut-être que lui, de son point de vue de fabricant de composants, il n'arrive pas à se mettre en tête que justement il faut qu'il sorte de cette unique étape et qu'il comprenne toute la chaîne de valeur. Alors lui il est intéressant, parce que au départ il fait de l'aluminium. Ouais. Ensuite donc c'est une fonderie aluminium. Donc il fait des jantes, des amortisseurs, des pièces en aluminium, des bras oscillants, je crois même des cadres, des pièces en aluminium assez importantes. Et puis, il se met à faire de l'électronique, parce que dans l'électronique, notamment les contrôleurs, il y a une dalle en aluminium qui est un échangeur thermique pour extraire les calories des MOSFET lors de la conversion de puissance. Et donc, il se met à faire des cartes électroniques, puis il se met à faire des compteurs, puis il se met à faire des moteurs, parce qu'il y a de l'aluminium dans les moteurs. Et puis, il se met à faire des scooters. Donc, aujourd'hui, il est devenu constructeur. Bah oui, mais ça, c'est ce qu'il n'était pas quand nous, on l'a rencontré. Oui, bien sûr. Donc, il y a, si tu veux, cette volonté de se développer pour ces Chinois, mais ils n'ont toujours pas saisi que la problématique qu'on rencontre, nous, en Europe, parce que on ne détient aucun minerai. Bien sûr. On ne produit plus de minerai. Le charbon, on a arrêté il y a très très longtemps. Les hauts fourneaux ont fermé. Les fonderies ont toutes beaucoup de difficultés parce que le prix de l'énergie s'est envolé. Personne ne veut de mine de lithium à proximité de chez lui. Alors, il y a ce sujet-là aussi, mais le fait est qu'on est un pays qui s'est orienté vers les services. Et donc, même si on réindustrialise, il va falloir qu'on réindustrialise d'une manière différente. Parce que on n'a pas les ressources pour industrialiser comme on l'a fait il y a 100 ans en arrière. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, pour moi, c'est une évidence. Je pense qu'on est nombreux à penser que cette circularité est la seule solution pour pouvoir s'en sortir, tant sur un plan environnemental que sur un plan économique, parce que c'est véritablement compétitif économiquement. C'est la seule chose que je m'entête à dire tout le temps. C'est plus compétitif.
que ça soit environnementalement extrêmement vertueux, c'est une évidence, puisque on utilise moins d'énergie grise, on utilise moins de ressources. Et je rappelle que l'économie circulaire, c'est d'abord réduire. Il faut réduire sa consommation de sobriété à la conception et à l'utilisation. Et donc, la meilleure façon de réduire, c'est de réemployer. Clairement. Et d'ailleurs, c'est le deuxième R, c'est réemployer. Et enfin, recycler. Mais recycler, pas de downcycling, je vous en supplie. Arrêtez avec ce recyclage. C'est n'importe quoi. On ne fait que créer un nouveau déchet. Alors, pas tout de suite. Il va servir pour faire un bac à fleurs ou un arrosoir. Oui, mais et comme dit un de mes designers, et que va-t-on faire de tous ces arrosoirs quand on n'aura plus d'eau? C'est ce que je disais pour les bancs qui étaient faits avec des stylos. Ouais, je suis d'accord. On va tous s'asseoir. On va s'asseoir et mourir. C'est quoi l'histoire? Je ne comprends pas. On a la solution. La solution, elle est là, elle est devant nous, elle est évidente. Et en plus, on n'a même pas besoin de faire de gros changements pour y arriver. Puisque la conception, c'est l'affaire. On a des ingénieurs formidables en France. On a tout pour y arriver. Au niveau de la conception. Mettre les gars à penser démontable plutôt que pas démontable, ça, je vous assure, ils vont y arriver en quelques semaines, ils s'y mettent. Ouais, et puis ça, c'est juste une question d'état d'esprit, de stratégie d'entreprise. C'est la stratégie, c'est là-haut que ça se décide. On est complètement d'accord. Ensuite, le fait de faire des process d'industrie circulaire, je vous invite à lire Grégory Richat, Pivoter vers une industrie circulaire. Il a expliqué tout ce qu'il y a à savoir avec Emmanuel Ledoux, qui est la directrice générale de l'INEC. Ouais. Voilà, donc là, on a vraiment des moyens de le faire. Moi, je suis prêt à donner de mon temps pour accompagner des entreprises qui veulent pivoter vers une industrie circulaire. Grégory Richat le fait tous les jours. On le fait aussi. On est vous aussi. Enfin... Et Grégory, on lui passe le bonjour aussi parce qu'on l'a formé il y a quelques années aussi. Donc voilà. Ensuite, il y a toute cette partie comptable qui n'a pas encore été bien... défriché par tout le monde. Nous, on l'a fait. Alors justement, j'aimerais que tu viennes aussi là-dessus parce que tu as pas mal rencontré aussi les ministères sur ce sujet-là. Oui, je travaille toujours. Je l'ai encore eu au téléphone hier, une inspectrice générale des finances qui me transmet son expérience. Elle a travaillé pour des très grands groupes comme RTE, SNCF, RATP. Donc, elle a connu la loi des composants, qui est une loi de 2016, avant la loi des composants, puisqu'il y avait des rescrits depuis très longtemps sur toutes ces grandes entreprises. Si elles passent en charge une locomotive le jour où elle sort, autant dire que le bilan, il va pas être bon. Ouais. Donc, il faut les amortir sur des durées très longues. Mais évidemment, comme dans tous les produits, coopèrent des composants qui, par nature, n'ont pas la même durée de vie. Donc, forcément, si tu amortis un train sur 5 ans, c'est hallucinant, même sur 10 ans, c'est hallucinant parce qu'on voit bien, on a les locomotives Corail qui ont 30 ans ou 40 ans qui nous transportent toujours. Ça veut dire que ça dure bien plus longtemps. Donc il faut absolument changer ce paradigme des durées d'amortissement du mobilier. D'ailleurs, il y a des rescrits de RTE sur les lignes à haute tension qui sont amortis sur 40 ans. Donc, pourquoi RTE a le droit de le faire depuis des années et il y a des rescrits, donc c'est une forme d'exception. Bon, pas d'exception, la loi est pour tout le monde. Donc, allongeons ces durées d'amortissement. Et si on met les aimants permanents, le cuivre, le nickel, l'inox, l'acier, l'aluminium, tous les métaux, en gros, tous, parce qu'eux, ils ont des durées de vie très longues. Enfin, je veux dire, c'est très rare qu'un métal ait une durée de vie faible. C'est parce qu'on l'a mal dimensionné. Mais s'il a été dimensionné correctement, pire, si ça casse, tu le recycles. Si en plus tu peux l'extraire. Et ça se recycle. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que le composant, dans de très nombreux cas, il a une durée de vie quasi illimitée. Parce qu'il n'a pas de fatigue mécanique. C'est-à-dire que quand c'est un carter de machine à laver, explique-moi, elle est où la fatigue mécanique? C'est-à-dire que si tu as fait le bon traitement de surface, ça peut durer 50 ans. T'as vu le changement de la forme d'une machine à laver en 50 ans? On en achetait des tonnes et des tonnes qui auraient pu continuer à fonctionner, mais on faisait plus la carte électronique, le condensateur était dans la résine, donc il n'y avait rien à faire, madame. Ça coûte moins cher d'en racheter une nouvelle. Mais on achetait 99% de la valeur de cette machine à laver. Tout le reste était bon. Les aimants permanents du moteur, les bobinages en cuivre, le carter en acier ou en inox parfois, le tambour en inox. Bien sûr. C'est complètement aberrant.
Et c'est très mal recyclé parce que toutes ces matières sont mélangées, polymères, métaux, avec 10, 12 métaux différents parce que les alliages ne sont pas les mêmes, parce que les aciers pour faire un arbre moteur, c'est pas le même que pour faire la tôle qui fait le carénage de la machine. Ouais, et puis tout est optimisé au gramme près. La soudure va faire X centimètres ou X épaisseur parce que, en fait, comme on produit par paquet de 50 ou 100 000, en fait, ça a des vraies différences à la fin. Et alors, ça leur fait peur, ça, en se disant, ah oui, mais si on fait ça, on va décroître. Mais non, on va pas décroître. On va continuer à utiliser des machines à laver, sauf qu'elles ont utilisé moins de ressources, moins d'énergie grise, elles vont consommer moins d'énergie parce qu'on va les utiliser de manière beaucoup plus intelligente avec des énergies renouvelables et plus des énergies fossiles, parce que ça marche à l'électricité. Donc en fait, le bilan sur un plan multicritère environnemental sera formidable et on aura créé de la valeur parce qu'on aura vendu du service industriel, puisqu'il y aura un bien d'équipement industriel qui sera là-dedans. Il y aura une on vraie aura fait travailler des ouvriers sur le au produit. Démontage, au remontage, à la remanufacturation, à la peinture, à des métiers industriels. On va créer de l'emploi industriel, on va créer de l'emploi d'insertion, on va créer de l'emploi de formation, on va créer de l'emploi de service, on va créer de l'emploi de vente, on va créer plein d'emplois qui seront pérennes et non délocalisables. Les Chinois pourront pas nous le prendre, ce marché-là. Parce qu'il faudra qu'ils viennent ici. Et pour venir ici, il faudra qu'ils créent des entreprises ici. Parce que ça, c'est une entreprise, c'est un modèle qui est local par naissance. Parce que c'est circulaire. Et que le circulaire, ça fonctionne localement. Dès que tu commences à mettre dans le réemploi des kilomètres de transport, surtout avec l'augmentation du coût du transport, parce que les énergies fossiles sont de plus en plus chères et on transporte qu'avec des énergies fossiles jusqu'à présent, pratiquement, c'est pas rentable. Donc, la solution, elle est là. Et c'est pas de la décroissance. C'est une croissance alternative. Comme dirait... c'est un nouveau véhicule, comme le véhicule intermédiaire. On va changer de paradigme complètement. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu donnes beaucoup d'eau à mon moulin, qui est de dire, arrêtons d'espérer un made in France, quoique c'est pas le cas avec Mobion, mais surtout, pensons tout en refabriquer en France, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre en avant. Tu vois, par exemple, sur le scooter Mobion, tout le monde me dit, oui, mais ton scooter, dans 5 ans, il sera obsolète. Alors, il a un moteur électrique. Le moteur électrique, ça fait très très longtemps que la rupture technologique, elle est impossible. On est déjà à plus de 90% de rendement. Il faudra m'expliquer comment un gars de la Deep Tech va venir m'expliquer comment on fait mieux un moteur électrique. En gros, il y a 5% d'efficacité énergétique à gagner. Et on va la gagner où ? Parce qu'il va quand même falloir transporter l'électricité de la batterie au moteur. Aujourd'hui, on ne sait pas faire plus optimisé, quoi. Non, on est déjà à 95% de rendement sur les meilleurs moteurs. Donc, ça, c'est pas obsolète. Et ça ne le sera jamais. Ma batterie, si je la fais durer, parce qu'on a trouvé des solutions pour faire durer les batteries, qui est tout simplement le réemploi. C'est-à-dire, une batterie, quand ça vieillit, c'est chimique. Comme c'est chimique, ça prend de la résistance interne. On ne peut plus l'utiliser en mobilité. Donc, tous les gens qui essayent de réutiliser des batteries de seconde vie de voiture pour les remettre dans la mobilité, je comprends pas, ça n'a pas de sens. La batterie, elle a déjà beaucoup de résistance interne. Si tu la mets dans un endroit clos où la relation capacité-puissance qu'on appelle le C-rate est le même, en fait, tu vas emballer son propre vieillissement. D'autant plus si elle n'est pas thermorégulée, c'est-à-dire s'il n'y a pas de système de refroidissement. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique parce qu'après, c'est compliqué de suivre. Mais en stockage stationnaire, on veut développer les énergies renouvelables. On sait depuis toujours que les énergies renouvelables, ils ont un problème, c'est le stockage. Bien sûr. Mais nous, on a des millions de batteries qui arrivent. Réemployons ces batteries pour le stockage stationnaire. Parce que quand on les réemploie en stockage stationnaire, elles durent très longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les datasheets qui nous sont fournis par les fabricants d'accumulateurs, ils sont faux. Ils nous ont donné des règles d'utilisation de leurs accumulateurs. Tu sais, les piles, les 18650, les 26 je vois bien. 650, les 32700, les 21700, enfin tous ces accumulateurs. On nous dit un certain nombre de cycles, mais en fait, quand tu respectes plus ces datasheets, ce qu'on a fait chez Mobion, on s'aperçoit qu'en fait, les cycles, ils se multiplient, mais à un point incroyable. Si tu charges pas à toc, que tu décharges pas à toc, c'est-à-dire que tu respectes l'accumulateur, tu le gardes dans le cœur
de son stockage, c'est-à-dire en gros entre tu charges 80 à et 80, 20. voilà exactement, et même encore moins quand tu es dans la seconde vie, pour garder finalement que la moitié de la capacité de la batterie. Elle vieillit plus. Donc, Oui, c'est ça qui était intéressant, vous aviez calculé le rapport, genre mettons si tu fais une utilisation un peu classique de la batterie, mettons on la charge à 100, on la décharge avec quasiment 0, tu fais quelques... Là, t'es dans 700-800 cycles, Ouais. ce que donnent les datasheets. Mais en fait, dès que tu changes ces ratios-là, donc dès que tu changes les pourcentages de charge et de décharge, c'est en fait la tension max et la tension minimum, ce qu'on appelle la SOC, la DOD, bien là, les ratios, les nombres de cycles changent totalement. Mais c'est incroyable. On arrive à des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de cycles si vraiment tu utilises que le si tu fais tout 49, cœur de la batterie. 51, quoi. Donc c'est vraiment un sujet qui... en fait, il y a eu beaucoup de désinformation. Les lobbies ont fait un travail colossal pour expliquer que la batterie, c'était plus polluant que le moteur thermique. Mais je rappelle quand même à tout le monde que quand on brûle 50 litres d'essence, à la fin, il reste que des gaz à effet de serre et rien d'autre, et des particules fines. Alors que quand on fait la même distance avec une batterie, au bout, la batterie, elle est toujours là, et que si c'est des panneaux solaires qui ont permis de la charger, la pollution, elle est nulle. Et il y a moyen de la recycler, la batterie. Aujourd'hui, on dit que c'est pas recyclé, mais c'est totalement faux. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'extraire que de recycler. Mais je peux vous garantir que quand ça va être beaucoup plus cher d'extraire que de recycler, la conception va devenir démontable. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Il y a des acteurs aussi qui commencent à s'investir sur ces sujets, non seulement de réemploi des composants des batteries, mais aussi effectivement sur le recyclage. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, Christian, ça là-dessus, il y a pas de doute. Mais justement, je vais te proposer de revenir un petit peu dans le temps et de te dire, bah voilà, au tout début de l'histoire Mobion, qu'est-ce que tu te serais dit, qu'est-ce que tu te serais donné comme conseil avant de commencer il y a 10 ans ou de rejoindre ton associé? Je me serais mieux entouré. J'ai fait confiance à des gens auxquels j'aurais pas dû faire confiance. J'ai voulu aider en fait des gens qui étaient dans des situations difficiles, qui avaient des compétences mais qui avaient des problèmes pour des bonnes raisons. Et donc j'ai apporté leurs problèmes chez nous. Et ça m'a coûté beaucoup de temps et aussi beaucoup de manque à gagner et peut-être des dépenses inutiles. Oui, sûrement des dépenses inutiles. Ensuite, j'ai pensé qu'on pourrait diversifier plus vite nos activités. Donc, j'ai essayé de développer d'autres produits trop tôt. Il fallait d'abord finir la M1 50, notre équivalent 50, ce qu'on a fait dorénavant, avec un triporteur, avec un 125. Voilà, on a commencé à chercher des voies de développement beaucoup trop tôt. Le choix de réindustrialiser en France, il est très tôt chez Mobion. Dès qu'on est homologué en 2020, on décide de le faire en France. On est accompagné par la région des Hauts-de-France et BPI France vers des industriels français qui veulent se diversifier dans la tôlerie fine, qui font des armoires de bureau. Il y en a un à Amiens et un à Guise, là où on est aujourd'hui. Et les deux sont liquidés début 2021, un en mars, un en avril. Et nous, on est chez l'un d'entre eux, celui de Guise, et le liquidateur nous empêche de récupérer notre matériel. Et donc, on se retrouve incapable de livrer nos clients, bloqués par une situation de liquidation qui n'a rien à voir avec nous, parce qu'on est juste un locataire. Bien sûr. Et là, on a vécu l'enfer, parce que personne nous a écoutés, personne n'est venu en aide à notre projet, alors qu'on a perdu énormément de temps et d'argent. Donc là, je sais pas ce que j'aurais pu faire pour me donner comme conseil, parce que mon but c'était de réindustrialiser en France, donc c'était très vertueux. Mais en fait, j'ai même des investisseurs qui m'ont dit mais pourquoi vous fabriquez pas en Chine? Des gros investisseurs français du Nord qui m'ont dit oh non mais
super votre projet, mais faites-le en Chine. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, qu'est-ce que je pourrais me donner comme autre conseil? Écoute, déjà, cela c'est pas mal. C'est déjà pas mal, hein, ouais. De bien s'entourer, faire attention aux personnes avec qui tu vas. Tu as évoqué aussi donc le fait de, fabriquer en France, mais faire attention à, là aussi finalement, comment tu le fais. Et t'en as évoqué un autre entre les deux ou non? C'est déjà pas mal, je pense. La situation complètement ubuesque de ces liquidations et de ces procédures collectives en fait qui sont absolument horribles. Il n'y a aucun respect de règles de base de la part des liquidateurs. Enfin, le mec, il nous a empêchés de rentrer sur le site sur lequel on avait un bail, on avait nos véhicules, on avait notre stock. Oui, on a été obligé de se faire livrer les commandes qui arrivaient pour livrer nos autres clients qu'on n'a pas pu livrer parce qu'on avait des pièces qui étaient dans l'usine. On nous a bloqués pendant 1 an. Quel enfer. Oui, ça a été l'enfer. Et heureusement, on a remporté un appel à projet Coram, un AMI du gouvernement avec une multinationale et le CNRS et le CEA cette même année, ce qui nous a permis de nous relancer sur de la R&D, mais qui n'était pas du tout notre projet. On venait d'homologuer un véhicule, il fallait qu'on transforme. Et en fait, on a été obligé de choisir des voies qui n'étaient pas forcément celles qu'on aurait dû suivre à l'époque. Mais on n'avait pas le choix, on l'a fait comme on a pu, quoi. Et justement, pour une fois qu'on peut le faire, est-ce que tu peux nous dire un peu si il y a des gens qui se disent tiens, moi un scooter Mobion ça me dit bien. Est-ce que vous l'ouvrez déjà à tous les particuliers ou pas encore ou oui, c'est le 1er février on a ouvert aux particuliers. En fait, pour une raison complètement aberrante elle aussi, on a depuis 2022 à peu près refusé 2000 commandes. C'est-à-dire que moi, très régulièrement, j'ai des collectivités ou des grosses organisations qui voulaient des scooters en quantité. Parce que il y en a beaucoup. Hein. Il y a 2 millions d'équivalents 50 en France. Hein. Il y en a 840 000 qui roulent tous les jours. Donc le marché, il est colossal. Et donc, on est très souvent venu me voir. J'ai même eu des commandes fermes, des lettres. La plus fameuse d'entre elles, j'en parle assez souvent, c'est celle de la Nièvre. Le président Bazin nous a demandé de lui vendre à l'usage 100 scooters à 50 € TTC par mois. C'était le prix sur lequel on s'était mis d'accord. Et en fait, on n'a pas pu le financer parce que on avait trouvé un financeur qui ne finançait pas les collectivités pour des raisons d'intégration du système de paiement Chorus des collectivités. Il ne l'avait pas dans son dispositif parce qu'il avait été créé avant que Chorus n'existe, donc il l'avait pas intégré et donc c'était pas encore fait, donc eux ils pouvaient pas nous financer et on a cherché d'autres solutions avec d'autres banques et on n'a pas trouvé, donc on n'a pas pu les livrer, mais c'est pas les seuls, on en a eu plein des comme ça et comme on a trouvé la solution pour financer les petites entreprises et les particuliers, et bien à la fin de l'année dernière on a décidé d'ouvrir aux particuliers. Et donc, on a tout mis en place pour le faire. Et le 1er février, on a lancé. Et donc, depuis le 1er février, on a énormément de demandes. On est en train d'ouvrir dans plein de villes en France. On a déjà ouvert Bordeaux. On va ouvrir plusieurs distributeurs autour de Paris et à Paris. On a des discussions très avancées à Lyon, à Marseille, à Nice, à Aix-en-Provence. Alors, soit des agents, soit des distributeurs, soit des ambassadeurs, puisque on propose aux clients Mobion de devenir des ambassadeurs pour Mobion. Et à chaque fois qu'ils nous trouvent un nouveau client, on leur offre un mois de loyer. Énorme. Super. Il y en a qui vont faire le parrainage ultime sur toute l'année, non? Peut-être. Alors, ils seront contraints par les réglementations françaises de prendre un numéro de SIRET pour être auto-entrepreneur parce que on pourra plus les payer au-delà d'un certain montant. Ok. Très clair. Et puis après, effectivement, comme tu le mentionnais, jusqu'à présent, c'était principalement les grands comptes qui pouvaient être clients Mobion, mais justement, alors je rétropédale, mais vous êtes parti de la restauration rapide qui faisait des livraisons. Maintenant, quels sont les clients B2B qui s'adressent à Mobion, mis à part les collectivités locales comme que tu viens de le mentionner? Il y a des restaurants de restauration livrée
moi j'ai des appels régulièrement toutes les semaines pour qu'on leur livre des scooters. Comme on préfère, on choisit nos clients en ce moment, comme on n'a pas suffisamment de stock parce qu'on a un vrai manque de BFR. Hein. Si des gens veulent investir dans Mobion, on a ouvert le capital de Mobion à quiconque veut nous aider à développer. Donc, et on commence à 3 000 euros. On n'a pas besoin de gros investisseurs. En fait, 3 000 euros, c'est ce qu'il nous faut pour financer un scooter Mobion. Donc, un scooter démontable, réparable, remanufacturable. Exactement. Et donc, avec 3 000 euros, on peut financer un scooter, mais comme on va mettre l'argent en capital, on va pouvoir leverager ces 3 000 euros. Et en fait, au lieu d'avoir 3 000 euros, on en aura 12 000, parce que tu fais quasiment x4 en levier quand c'est du capital. Parce que tu peux aller chercher des OC complémentaires et ensuite tu peux aller chercher de la dette. Donc, voilà. Et ça, vous avez un lien pour les souscriptions de capital ou... Enfin, je veux dire, on peut le mettre à disposition. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de Mobion, mobion.fr, et tu laisses un formulaire. Donc, il y a un formulaire tout de suite sur la page d'accueil. Il y a le numéro de téléphone. C'est un numéro unique en France qui est le 09 54 55 4000. OK. Où, ça marche 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tu appelles. Tu laisses un message, quelqu'un te rappelle. Selon la teneur de ton message, en fait, le serveur vocal interactif permet de trier les appels. S'il ne laisse pas de message, c'est la hotline qui rappelle. Cette hotline sert aussi pour le SAV, elle sert aussi pour les ventes, elle sert pour tout. Alors, on a un numéro unique, un seul, comme ça c'est facile. Et en dessous, il y a un formulaire qui est aussi un formulaire unique, donc qui nous permet de pouvoir... c'est la hotline aussi qui le traite et qui le renvoie vers le bon service. Donc, c'est très simple. On ne peut pas perdre de contact. Hein. On répond en général, même le week-end, je rappelle moi, ou un de mes associés rappelle. Donc, on rappelle très très vite. Hein. J'ai des tas d'exemples de gens. J'ai un médecin de Marseille qui m'a appelé ce week-end pour avoir un scooter et il a été rappelé dans la demi-heure. Il m'a dit, mais c'est incroyable. C'était le dimanche de Pâques, je crois. Il m'a dit, vous vous rappelez un dimanche? Je fais, bon, écoutez, je suis entrepreneur, on n'a pas d'heure, nous. Il a adoré. Il va avoir un scooter jaune. Il se reconnaîtra. Et donc, j'ai un de mes amis qui m'a appelé hier pour me dire que sa fille, qui est à Bordeaux, qui va aller à Biarritz là pour ses études, je crois, ou pour travailler cet été, je me souviens plus, veut un scooter. Donc voilà, c'est tous les jours qu'on a des demandes comme ça, plusieurs par jour. Là, sur le salon de Global Industries, c'est quasiment une centaine de demandes qu'on a eues. Excellent. Donc, on a beaucoup de demandes. Pendant Global Industries, on a reçu une demande d'un CFA des Hauts-de-France qui nous a demandé un devis pour 200 scooters. Donc, le pipe, il est énorme. Le problème, c'est qu'on a du mal à financer parce que aujourd'hui, on arrive à financer le véhicule, mais les composants, l'achat des composants, on n'a pas suffisamment de trésorerie pour le faire. Donc oui, si des gens qui écoutent Circulab sont intéressés pour prendre part à l'aventure Mobion, le rendement est bon parce qu'on offre un rendement de 8% par an et c'est un placement de 3 000 euros minimum pendant 5 ans. Ok, très bien. Très clair. Et je te propose de conclure par une autre question. Je sais pas si tu as des enfants, mais on va considérer que tu vas pouvoir parler à tes petits-enfants. On est dans une 20-30 d'années, quand ils sont en mesure de discuter de ton histoire, etc., de ta carrière. Comment tu leur parleras finalement de cette aventure Mobion? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Je te donne la parole pour leur parler dans 20-30 ans. Alors, je leur transmettrai une phrase que tu connais déjà, qui est une phrase qui me vient de mon grand-père et qui disait « Le présent est un cadeau ». Et d'ailleurs, les deux mots sont synonymes. Parce qu'on n'a pas le droit de gâcher une seconde de son existence à faire des choses auxquelles on ne croit pas. Et donc, la raison pour laquelle j'avance tous les jours, malgré les difficultés, malgré les diffamations, malgré toutes les horreurs qu'on peut rencontrer dans l'existence, quand on fait quelque chose avec conviction, en y croyant profondément, en fait, il n'y a rien qui t'arrête. Et d'ailleurs, le même grand-père disait l'échec prend sa source dans le renoncement. Tant que tu n'as pas renoncé, tu n'as pas échoué. Donc, je ne renoncerai pas. J'irai jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et si le sort de Mobion devait mal tourner, moi, j'abandonnerai pas Mobion, même si le
le législateur ou un liquidateur ou un tribunal de commerce nous empêchait de continuer, moi je continuerai parce que j'y crois. Je pense que c'est la seule solution intelligente de continuer à faire de l'industrie dans notre pays qui, je le rappelle, ne produit pas de minerais. Complètement. Et justement, donc ça c'est... Donc je leur dirais ça, finalement je leur transmettrais cette philosophie-là, qui est... pour moi, il n'y avait pas d'autre voie. J'ai réalisé, moi, seulement dans les années 90 que il y avait un problème. Je ne l'ai pas tout de suite compris, hein, j'ai mis un peu de temps. Je me souviens, dans un avion, on allait avec Sébastien Forest en 2008 rencontrer les futurs acquéreurs de Allo Resto, Just Eat. Et je lui disais... moi, je veux m'investir dans le solaire, dans l'électricité. Je crois qu'il y a un vrai sujet. C'est la voie de demain. Il faut qu'on arrête, c'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. Et je l'ai fait. J'ai installé des milliers de panneaux solaires, voire des dizaines de milliers de panneaux solaires. Et maintenant, on a trouvé une solution pour faire une industrie qui soit soutenable et compétitive. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et durable. Mais c'est soutenable. Soutenable, pour moi, durable, soutenable, c'est la même idée. Mais... durable, genre, avec une vraie longévité. Enfin, on n'est pas juste sur cette notion de on répond aux besoins du court terme. Quoi. Oui, tu as raison. Oui, donc c'est soutenable, durable et économiquement compétitif. Tout à fait. Et donc, ça gagne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, ils travaillent tous avec leurs Excel. Donc là, on leur donne un moyen de croire à notre modèle. Et c'est ça que je veux faire. Il faut absolument que Mobion réussisse pour que on puisse leur démontrer que ce modèle de pérennité programmée circulaire, c'est-à-dire de conception démontable, de réemploi, de remanufacturation, d'industrie circulaire, parce qu'on vend à l'usage et qu'on est tous locataires, je le dis tout le temps, mais on a beau vouloir être propriétaire, au bout du compte, on est tous des locataires, hein. On partira avec rien dans le trou. Hein. C'est clair. Donc, au final, il faut qu'on change nos façons de consommer. Et celle-ci, elle est merveilleuse parce que ça vous coûte moins cher, ça vous donne moins de tracas parce que y a une obligation de moyens de la part de celui qui vous vend le service, parce que c'est un service. Et au bout du bout, c'est plus compétitif pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. C'est gagnant, 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 gagnant. C'est tout le monde gagnant. L'environnement gagnant, l'industriel gagnant, le client gagnant. Enfin, comment l'État gagnant, l'emploi gagnant, tout le monde gagnant. Encore une fois, juste une question de conception à la base. Ok, écoute Christian, un grand merci pour ton temps, pour tes réponses éclairantes et surtout bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Brieux. Ciao, ciao.